fonctionne. Donc, on a vu 3 exemples de modifications qui peuvent intervenir, mais il y en a bien plus que ça, hein, elles sont très très nombreuses. Alors, on peut relever les valeurs moyennes suivantes. Lors des phénomènes de réplication, il va y avoir une base azotée sur 10 puissance 4 qui va être placée de façon erronée, donc taux d'erreur d'un sur 10 puissance 4 nucléotides. Donc ça correspond à des mutations relativement fréquentes, mais ça c'est au cours de la réplication. Si on regarde tout à la fin de la réplication, quand l'ensemble du chromosome bactérien a été dédoublé, il ne va rester que une mutation toutes les 10 puissance 9 désoxynucléotides monophosphate ajoutés. Donc là, on voit qu'entre le processus de réplication lui-même et l'achèvement de la réplication, il y a une diminution du taux d'erreur. Donc ça sous-entend, ça implique qu'il y ait des systèmes de réparation qui donc rectifient un certain nombre d'erreurs, mais qui tout de même en laissent. Donc on a un système de réparation avec des failles, faillibles. On va présenter ces systèmes de réparation de façon assez simplifiée. Alors tout d'abord les mécanismes de réplication dans l'exemple des dimères de thymine. Donc vous retrouvez sur ce document la molécule d'ADN. On a choisi donc une molécule avec un dimère de thymine. Au moment où le dimère de thymine est formé, donc je rappelle, il est induit par les ultraviolets. Au moment où la cellule détecte la formation de ce dimère de thymine, elle va mettre en jeu un complexe qu'on appelle la photolyase, mais un complexe qui est formé de très peu de protéines. Donc, vous avez globalement voilà, la représentation qui est mise ici sous forme circulaire. Cette enzyme, la photolyase, va fonctionner avec un cofacteur, le FADH, et donc va repérer ce dimère de thymine. Cette photolyase elle-même est induite par la lumière bleue et les ultraviolets, et elle va réparer ce dimère de thymine en clivant la liaison. Donc vous avez ici voilà, les deux thymines qui sont présentes et on a enlevé la liaison covalente. L'intérêt de ce processus de réparation, c'est qu'il nécessite peu de protéines, donc il va être assez rapide, on va rectifier vraiment l'erreur à la source, et c'est une réparation qu'on peut qualifier de réparation par réversion de la lésion. Donc il y avait une lésion, le dimère de thymine, on l'enlève immédiatement. Deuxième exemple de correction, c'est cette fois-ci une correction lors du phénomène de réplication. Précédente, c'était au moment du stockage. Rectification des erreurs qui ont pu être mises en place par l'ADN polymérase. Donc c'est ce qu'on appellera la correction d'épreuve des ADN polymérases. Les ADN polymérases qu'on avait vus sur le schéma de réplication vont être principalement les ADN polymérase 1 ou 3. Et donc, elles font des erreurs naturellement et elles vont être capables elles-mêmes de s'auto-corriger. Donc, c'est une autocorrection au cours de la réplication. Là, vous avez un schéma avec le double brin d'ADN, séquence nucléotidique choisie complètement au hasard. On respecte juste au départ les complémentarités de base azotée. Donc, vous avez ici le brin parental qui sert de matrice à l'ADN polymérase, qui est représenté ici en violet. On oriente ce brin parental, 3', 5', et l'ADN polymérase est en train de former le brin complémentaire, ici en vert. Donc on respecte bien l'orientation 5', 3', ça s'allonge du côté 3' et ça s'allonge du côté 3' en utilisant comme substrat les désoxynucléotides triphosphates pour lesquels on va prendre seulement un seul phosphate. Donc on prend du désoxynucléotide monophosphate qui va s'accrocher en bout de chaîne et libérer du PPI.
Donc en vert ici, avec l'avancée de l'ADN polymérase, on a le processus de polymérisation. Ici, la polymérisation se fait de gauche à droite. Voilà, le phénomène de réplication, polymérisation. Et à un moment donné, j'ai choisi ici de mettre un mauvais appariement, un mésappariement, avec, donc là aussi, pris complètement au hasard, hein, en face du T, du G. Donc vous mettez autre chose que de l'adénine, hein, normalement c'est de l'adénine. Donc là, tout de suite à la main du G, l'ADN polymérase se rend compte que l'appariement est mauvais et elle va elle-même rectifier son erreur. Donc autocorrection, ça passe par une hydrolyse de la liaison phosphodiester qui était en place entre les désoxynucléotides phosphate. Donc on va enlever l'adénosine pour aller la remplacer par on va enlever le désoxynucléotide phosphate pour le remplacer par le bon. Donc on enlève ce G. On parlera ici d'activité exonucléase 3', 5'. Là, l'ADN polymérase enlève, elle digère du 3' vers le 5', elle digère seulement le premier désoxynucléotide monophosphate, elle enlève ce qui contient le G, et ensuite elle va pouvoir réavancer. Donc phénomène que je n'ai pas remis ici sur le schéma initial, mais résumé en bas, elle relie, entre guillemets, pour refaire la polymérisation, et vous avez ici la bonne complémentarité de base azotée en face de la thymine, l'adénine. On va voir maintenant donc les mutations qui persistent, hein, qui n'ont pas été corrigées, les mutations résiduelles et les conséquences à différentes échelles. On va commencer par l'échelle de la protéine. Dans ce document, vous avez un exemple de séquence d'ADN qui est donné ici. Donc l'ADN brun transcrit, séquence qu'on a choisie complètement au hasard. On a ensuite représenté le résultat de la transcription, donc la séquence de l'ARN messager, de la portion d'ARN messager. Puis, grâce au code génétique, on a utilisé cette séquence pour trouver la séquence d'acide aminé de la protéine. Donc, par rapport à tout ce que l'on va voir ici, bien sûr, vous n'aurez pas à apprendre par cœur les séquences qui sont données ici de façon complètement aléatoire, hein, quelconque. Par contre, dans un exercice, bien sûr, il faut savoir utiliser le code génétique, chose qu'on avait fait dans un précédent chapitre. Il faut également savoir qualifier les catégories de mutations. Donc, pour le premier exemple, substitution, vous avez ici le brin d'ADN avant mutation, puis ici on a choisi un brin après mutation qui possède une thymine à la place de la guanine. En faisant la transcription, on obtient les triplets de nucléotides au niveau de l'ARN messager, donc les codons, qui chacun vont correspondre à un acide aminé. Dans l'exemple qui a été choisi ici, on voit que la séquence d'acides aminés est la même que la protéine normale. Hein. On obtient comme initialement de la thréonine pour le deuxième acide aminé, malgré la substitution au niveau des bases azotées. Donc ça sera qualifié de mutation silencieuse. Il n'y a pas d'impact au niveau de la protéine. La protéine est la même qu'initialement. Ceci est dû à la redondance du code génétique, puisqu'on avait vu que des codons différents peuvent parfois donner le même acide aminé, et notamment ce sont des codons qui diffèrent souvent par la troisième base azotée. La troisième base azotée n'a pas toujours d'importance pour la spécificité de l'acide aminé. Donc là, la redondance du code génétique explique la mutation qui sera qualifiée de silencieuse, elle n'aura pas d'impact sur la protéine. Deuxième catégorie de mutations de type substitution, c'est qu'elles vont provoquer un faux sens. Alors, un faux sens, donc vous voyez ici, on a encore fait une substitution. On a ici le G par le C, l'ARN messager obtenu un deuxième codon qui change, hein, c'est AGC à la place de ACC.
Et ce codon code la sérine. Donc là, on a une sérine à la place d'une thréonine. On parlera de mutation faux sens. On obtient un acide aminé qui est différent du normal. Par contre, maintenant, sur l'activité de la protéine, il peut y avoir des impacts différents. Mutation faux sens, c'est par rapport à la séquence. Cette mutation faux sens, donc le sens a changé ici, cette mutation faux sens peut ne pas avoir d'effet sur la fonction de la protéine. Donc changement sans effet, par exemple, si les acides aminés, l'acide aminé initial et l'acide aminé modifié, issu de la mutation, ont les mêmes propriétés. D'hydrophilie, d'hydrophobie par exemple. Donc ça peut ne pas changer les propriétés donc, de la protéine, donc la fonction sera la même. Deuxième cas de figure, ce faux sens peut ne pas avoir d'effet dans le cas où il est placé dans une zone non essentielle de la protéine. Dans une zone non essentielle de la protéine, on peut imaginer par exemple un changement d'acide aminé au niveau d'une enzyme. Si ce changement d'acide aminé se trouve dans une région autre que le site actif, qui est le site essentiel pour la fonction de catalyse et de fixation du substrat, à ce moment-là, ça peut être sans conséquence. Donc là, on aura, malgré la mutation faux sens, une protéine aux caractéristiques normales et dans le cas d'une enzyme, caractéristiques catalytiques. Donc changement sans effet, sans conséquence. Autre possibilité, c'est qu'il y ait une mutation faux sens, mais cette fois-ci, qui conduit à des modifications d'activité de la protéine. On reprend notre exemple d'enzyme. Si la mutation faux sens a lieu dans un site fondamental pour la fonction de la protéine, par exemple dans le site actif, à ce moment-là, la fonction catalytique pourra être par exemple moindre. Dernier cas de figure, une substitution qui va engendrer une mutation non-sens. Là, vous voyez, donc on a changé le A pour un C au niveau du brin d'ADN transcrit. Le codon au niveau de l'ARN messager va être changé. Et si on prend le code génétique, on va s'apercevoir que ce codon UGA correspond à un codon stop, donc un codon d'arrêt de la traduction. Donc là, à partir de cet endroit, plus aucun acide aminé ne sera positionné au niveau de la protéine. La traduction va s'arrêter. Donc là, la protéine va être tronquée à partir de cette mutation non-sens. Donc la protéine est tronquée. Là encore, les effets fonctionnels sur la protéine peuvent être de deux types. Soit il y aura absence d'effet si la troncature se fait par exemple en toute fin de la protéine, si ça se place au niveau de l'avant-dernier ou de celui d'avant dans une région qui n'est pas fondamentale pour l'activité de la protéine, à ce moment-là, il n'y aura pas de conséquences. Par contre, si cette coupure correspond à une coupure relativement grande et qu'elle se trouve, elle enlève toute une partie fondamentale de la protéine, à ce moment-là, il y aura des conséquences à l'échelle de la protéine.